La jeune épouse par Alessandro Barrico, édition Gallimard, page 13. Il se glisse hors des chambres, sans enfiler le moindre vêtement, ni même s'offrir le bien-être d'un peu d'eau dans les mains et sur les yeux. Les odeurs du sommeil dans les cheveux et entre les dents. Nous nous croisons dans les couloirs, dans l'escalier, sur le seuil des chambres, et nous nous enlaçons, tels des exilés qui rentrent de quelque terre lointaine, incrédules à l'idée d'avoir échappé à ce sortilège qu'est pour nous la nuit. Séparés par l'obligation du sommeil, nous nous reformons en tant que famille et confluons dans la grande salle des petits déjeuners, au rez-de-chaussée, telle une rivière souterraine qui aurait jailli au grand jour et annoncerait la mer. Le plus souvent, nous le faisons en riant. De ce fait, c'est une mer, la table dressée en vue des petits déjeuners. Un terme que nul n'a jamais songé à employer au singulier, quand seul le pluriel peut en restituer la richesse, l'abondance et la déraisonnable durée. La signification païenne de cette gratitude, la calamité à laquelle on a échappé, le sommeil, est évidente. Les imperceptibles glissades de Modesto et de 2 autres domestiques veillent sur l'ensemble. Un jour normal, c'est-à-dire ni de carême ni de fête, le dispositif ordinaire prévoit pain grillé, blanc et complet, boucle de beurre sur assiette d'argent, confiture aux 9 fruits, miel et crème de marron, 8 sortes de pâtisseries, avec pour délice suprême un croissant inégalé, 4 gâteaux de couleurs différentes, une coupe de chantilly, des fruits de saison, toujours coupés suivant une géométrie parfaitement symétrique, présentation de fruits exotiques rares, œufs du jour distribués en fonction du temps de cuisson, 3 différents, fromage frais et un fromage anglais appelé Stilton, jambon de la ferme coupé en fines tranches, petits cubes de mortadelle, consommé de bœuf, fruits cuits dans du vin rouge, biscuits de maïs jaune dit meliga, pastilles digestives à l'anis, cerises de massepain, glace à la noisette, un pot de chocolat chaud, praline suisse, réglisse, arachide, lait, café. Le thé et honni, la camomille réservée aux malades. Dès lors, on comprend qu'un repas que la plupart considèrent comme un rapide lancement de la journée puisse au contraire constituer dans cette maison une procédure complexe et interminable. La pratique habituelle exige qu'il reste à table pendant des heures, au point d'empiéter sur le moment du déjeuner, qu'en effet, on n'arrive jamais à prendre dans cette maison. Imitation indigène du brunch plus haut de gamme. C'est seulement un par un que certains se lèvent de temps en temps, avant de réapparaître en partie vêtus ou lavés et la vessie vide. Mais ce sont là des détails qu'on remarque à peine, car dans cette grande tablée, il faut le préciser, figurent des visiteurs du jour, des parents, des connaissances, des postulants, des fournisseurs, d'éventuels personnages officiels, des hommes et des femmes d'église, et chacun apporte son sujet. C'est l'usage de la famille que de recevoir les gens là, dans le flux de ce torrentiel petit déjeuner, et en vertu d'un ostentatoire relâchement que personne, pas même eux, ne saurait distinguer de l'arrogance la plus grande, c'est-à-dire de le faire en pyjama. La fraîcheur du beurre et la légendaire cuisson parfaite des tartes invitent, quoi qu'il en soit, à la cordialité. Offert avec libéralité, le champagne conservé dans la glace suffit du reste à justifier la présence de bien des commensaux. Il n'est donc pas rare de trouver des dizaines de personnes réunies autour de la table des petits déjeuners, bien qu'on ne soit que 5 dans la famille, et même 4 en réalité, depuis que le fils vit sur l'île. Le père, la mère, la fille, l'oncle. Temporairement à l'étranger, le fils,
sur l'île. Enfin, ils se retirent dans leurs appartements vers 3 heures de l'après-midi et en ressortent une demi-heure plus tard, resplendissant d'élégance et de fraîcheur, ainsi que tous le reconnaissent. Le cœur de l'après-midi, nous le consacrons aux affaires. L'usine, les propriétés, la maison. Le crépuscule, lui, est le moment du travail solitaire. On médite, on invente, on prie, ou des visites de courtoisie. Le dîner est tardif et frugal, pris en rangs dispersés et sans solennité. Déjà, il repose sous l'aile de la nuit, de sorte que nous avons tendance à nous en débarrasser comme d'un préambule inutile. Puis, foin de salut, nous nous rendons au sommeil et à l'inconnu que chacun exorcise à sa manière. Depuis 113 ans, tous dans notre famille sont morts nuitamment, faut-il préciser. Voilà qui explique bien des choses. Le roi du jour et de la nuit, édition La Manufacture de Livres, page 88. Un hiver, par une nuit froide, Salvador et sa mère sortirent tous les deux emmitouflés pour leur promenade. Elle avait un peu trop serré l'écharpe de laine autour du cou de l'enfant. Les fibres grattaient sa peau et il avait du mal à déglutir. Mais il n'osait pas défaire le nœud que sa mère avait ajusté de ses propres mains, risquant de gâcher sa bonne humeur. Il lui en fallait moins que ça. Son sourire doux se muait alors en grimaces sévères, ses yeux lançaient des éclairs, ses mains frappaient, ses ongles griffés, ses poings cognés, alors tant pis, l'enfant préférait étouffer plutôt que d'être battu. De loin, depuis le haut de l'escalier qui domine la mer, ils aperçurent une masse sombre au bord de l'eau. Ils imaginèrent, en descendant vers la plage, que la moitié de la colline était détachée, ou bien, dit l'enfant, que la lune avait perdu un rocher. Mais ce qu'ils découvrirent les étonna plus encore. Un gigantesque poisson à la tête 3 ou 4 fois plus grande que le reste du corps avait échoué sur les galets. « C'est une baleine », affirma la mère lorsqu'ils furent assez proches. Ils restèrent un moment côte à côte à l'observer, minuscule, à côté de l'énorme bête qui ne bougeait pas, et dont l'œil rond et fixe et humide semblait regarder l'enfant. « Elle est morte ?» il avait demandé, la gorge serrée par l'écharpe et l'émotion. Sa mère ne prit pas la peine de répondre. Elle lui lâcha la main et courut sans un mot vers la cafétéria de la plage, fermée en cette saison, qui se trouvait derrière eux dans la pinède. C'était une bâtisse de plain-pied, construite en briques rouges. L'été, sur la terrasse, étaient disposées des tables et des chaises en plastique. On y vendait des boissons fraîches et des sandwichs et des glaces. La mère disparut derrière la maison, et l'enfant se retrouva seul avec la baleine, près de laquelle il s'assit, les genoux ramenés contre la poitrine. Moucheron face à une montagne, il n'éprouvait pourtant aucune peur, aucune inquiétude, tant se dégageait de l'animal un calme bienfaisant. Il resta un moment à la contempler, admira la couleur de sa robe, d'un gris sombre aux reflets bleutés, les doigts enfouis sous les galets. Salvador se dit qu'elle avait dû vivre des aventures extraordinaires et qu'elle avait besoin de se reposer maintenant. Il avait envie de lui chanter une chanson. Il chercha, mais il n'arrivait pas à se décider. Ce qu'il avait appris à l'école ne lui semblait pas à la hauteur de cet extraordinaire animal. Aussi, il se mit à improviser avec ce qui lui passait par la tête. Il lui sembla soudain que la baleine avait frémi. Elle écoutait, il en était certain. Elle bougea de nouveau. Avec l'espoir qu'elle puisse bientôt reprendre la mer, Salvador s'avança vers elle, à 4 pattes, comme un tout petit garçon qu'il n'était déjà plus. Il devait avoir 11 ou 12 ans quand c'est arrivé. Lorsqu'il fut assez proche, il tendit la main et caressa un peu de l'énorme joue de la baleine,
qui ferma les yeux avec un gros soupir triste. Salvador s'enhardit. Maintenant, il lui frottait le flanc des 2 mains. On aurait dit un habitant de Lilliput près de l'animal aussi grand qu'une maison à 2 étages. La baleine ouvrit les yeux de nouveau, et Salvador vit se former une larme, une grosse larme, comme une perle à la lumière de la lune. Il en oublia tout, l'écharpe qui serrait trop et sa mère qui avait disparu depuis un moment du côté de la Pinède. Il se pelotonna tout entier contre la baleine, les bras ouverts, dans un abandon total, certain qu'elle retrouverait ses forces s'il l'aimait assez. Il souhaitait plus que tout qu'elle l'emporte avec lui sur les flots pour un grand voyage, autour du monde dont il reviendrait peut-être un jour, grandi, fort et courageux. Soudain, il perçut derrière lui un bruit de pas précipités dans les galets. Il se retourna, sa mère venait de sortir de l'obscurité et se tordait les chevilles sur ses talons hauts, en brandissant un long bâton noir. Elle mettait toute sa force à le lever haut devant elle, le visage crispé et les yeux plissés par l'effort. Le temps qu'il ouvre la bouche et se mette à crier, le fer, car c'était une barre de fer qu'elle avait dû trouver quelque part à l'arrière de la cafétéria, peut-être dans la Pinède, oubliée ou perdue depuis l'été, le fer cogna et déchiqueta la baleine. L'enfant fit un bond en arrière, bouche et yeux grands ouverts, il assista à la scène, immobile, figé de stupeur. À la lumière de la lune, la mère de Salvador se déchaîna, frappa, enfonça la barre de fer dans la chair de la baleine qui, poussée sur la plage par le roulis des vagues, faible et agonisante, n'avait pas la force de résister. La mère essaya même de grimper sur le dos de la baleine, glissa 3 fois, perdit l'un de ses escarpins dans cette étrange bataille qu'elle livrait avec l'animal, qui ne se défendait pourtant pas. Toute force débridée, elle ne prit pas la peine de remettre ses chaussures. Pieds nus, bouche mauvaise, elle continua de frapper. La chair se détachait en morceaux qui volaient tout autour et se perdaient dans la nuit. Une fois l'animal mort, elle le tua encore et encore, alors que lentement, une flaque sombre se répandait sur les galets et dans la mer, qui prenait une teinte rouge foncée aux reflets mauves et violets. Dans la tête de l'enfant, des pensées s'agitaient, des idées de sauvetage irréalisables, de lutte impossible contre la mer et d'appel au secours. Il se voyait agir, mais restait immobile, les pieds enfouis sous les galets, terrorisés, bouche bée et bras ballants, les yeux grands ouverts, à regarder la baleine qui formait une masse sanguinolente dans la lumière bleutée de la lune.